Des montres fabriquées par un pilote de chasse, beaucoup le susurrent, mais peu l'ont fait. On pense bien évidemment à Breguet avec son mythique chronographe Type 20 ou son non moins mythique biplan Breguet 14. Helmut Sinn, pilote de chasse allemand durant la Seconde Guerre mondiale, a créé sa marque éponyme en 1961. 59 ans plus tard, c'est Matthew qui vient nous raconter son histoire avec sa Sinn 104. Allez, on s'envole pour un nouvel épisode de Petite Montre entre amis. Bonjour Mathieu. Bonjour. Ça va? Bien. Je suis ravi de te rencontrer. De même, après avoir vu plein d'épisodes. Oh la classe, c'est un superbe démarrage. Tu sais que donc, tu connais les épisodes, on démarre toujours par un truc simple. Tu nous montres ta montre et tu essayes de la résumer en un adjectif ou un nom commun si tu veux, parce que parfois un adjectif c'est pas simple. Alors j'ai un peu réfléchi avant de venir. C'est un peu difficile de la résumer en un seul mot, mais je dirais polyvalence. Enfin j'ai un mot un peu anglais, c'est versatility. Versatility? Ouais, donc je sais pas, il n'y a pas vraiment de traduction, mais polyvalence, le fait qu'on peut vraiment la porter dans toutes les situations, que ce soit pour faire du sport, avec éventuellement un bracelet NATO. Je peux l'essayer? Bien sûr, bien sûr. Ouais. Tu parles d'un bracelet NATO tout de suite, elle est livrée avec, ça c'est le bracelet. Ça c'est le bracelet avec lequel elle est livrée, ouais. Ouais. Et l'idée c'était vraiment de pouvoir m'amuser aussi avec des bracelets, puisqu'elle est simple et elle va vraiment avec toutes les couleurs de bracelets, tous les matériaux de bracelets. Du coup, j'ai acheté pas mal de bracelets NATO depuis. Ouais. En fait, ça fait que très récemment que je l'ai remis sur le bracelet en cuir. Très récemment que tu as remis le bracelet cuir? Ouais. D'accord. Ouais. Je trouve que voilà, avec le cuir, en costard, ça passe. Avec un NATO en t-shirt ou pour faire du sport, ça passe. Tu l'as acheté il y a combien de temps? C'était le mois de septembre, donc il y a 4 mois, ouais. À peu près. Ouais. C'est assez récent. C'est Qu'est-ce très qui t'a... Il y a plusieurs choses. Hein. Bon, c'est une marque allemande, pas la plus connue des marques allemandes. C'est une montre type sport. Voilà, 3 caractéristiques. C'est ce que tu cherchais. Voilà, raconte-nous un peu sur ces 3 sujets. Marque allemande peu connue, mais tout autant désirable. Alors en fait, j'avais pas de critères précis. Ouais. J'avais pas de critères précis. Je suis tombé dessus. C'était un YouTuber anglo-saxon qui l'a présenté. Ouais. Puis j'ai tout de suite eu un coup de foudre sur le design. C'est vraiment le design qui m'a plu. Ouais. Puis après, quand je me suis renseigné un petit peu sur la montre et la marque, j'ai bien aimé un petit peu l'histoire de la marque, les composants de la montre, les finitions, le rapport qualité-prix aussi. Ouais. Attends, sans qu'on aille trop vite en besogne, le design. Qu'est-ce qui t'a plu dans le design de cette montre? Difficile à dire, mais le côté très simple et à la fois très travaillé. Il y a énormément de détails quand on regarde vraiment de près la montre. Par exemple? Par exemple, au niveau des aiguilles, au centre, on a des différentes largeurs, ce qui fait un petit peu un effet pyramide. Oui, c'est vrai. Tous les petits indicateurs, les petits traits autour qui sont très détaillés. On a presque l'impression qu'il y a des indicateurs pour chaque mouvement d'aiguille. Oui. Les aiguilles s'arrêtent aussi pile là où les indicateurs commencent. Là, on est sur la finition, quoi. Ouais, c'est vraiment le petit détail. La forme du... Excusez-moi, j'ai que le nom anglais, mais les lugs. Ouais. La forme des lugs, ouais, c'est ça, que je trouvais assez unique aussi, très carré comme ça. C'est vrai que quand on la regarde comme ça de face, on ne s'en rend pas compte, mais quand on la regarde de profil, effectivement, les cornes sont très obliques, on va dire, hein, très peu rondes. Hein, sont vraiment d'une géométrie assez originale pour une montre, on va dire, avec une lunette, on va dire, qui est plutôt utile pour chronométrer quelque chose. Hein, même si l'ADN de Sinn est quand même l'aviation, ça peut servir aussi comme montre de plongée. Elle est étanche? Ouais, elle est étanche. 20 bars, il y a 200 mètres. Une couronne vissée. Ouais. C'est ce qui m'a plu aussi, c'est le fait que je voulais une montre un petit peu toute occasion, et je me suis imaginé la mettre pour la piscine, limite à la plage. Bon, je vais pas... Mais est-ce que tu la mets à la piscine? J'ai pas eu l'occasion encore, j'ai pas été à la piscine depuis que je l'ai, mais c'était dans l'idée en tout cas. Ok, donc c'est vraiment une montre à tout faire que tu cherchais. C'est ça. Ok, maintenant, tu l'as acheté, combien ça coûte une Sinn comme ça? 1000 € à peu près.
1000 euros, pas plus? J'aurais dit Elle un a peu plus. moi, j'ai acheté 1090. Ouais. Je crois qu'elle a augmenté depuis. Elle est à 1000 enfin, la boutique où je l'ai acheté, elle est à 1180, quelque chose comme ça maintenant. En tout cas, elle a une préhension là qui est extrêmement séduisante. On pourrait penser justement que les cornes ici sont un peu pointues, etc. Mais quand on la porte, elle est vraiment agréable. Tu as fait quand même un petit peu ton marché avant de la choisir, cette Sine. Donc, Ouais. avant de faire ton marché au sein de la collection Sine, tu as regardé d'autres marques? Alors en fait, pendant des années, dès que je m'arrête devant une boutique de montres, j'aime bien aller regarder. Je regarde énormément sur internet, je suis très intéressé par les designs. Oui, Et donc je suis tombé sur cette montre-là il y a déjà 4-5 ans. oui, J'avais flashé dessus, puis après 1000 euros, c'était beaucoup d'argent pour moi. Ouais. Je me voyais pas mettre ce prix-là dans une montre pour Ouais. l'instant. Donc celle-là exactement, la 104, Celle-là il y a 4-5 exactement, ans. cette variation-là Ok. en noir, parce que maintenant il y a plusieurs couleurs. Ouais, Et je les regardais régulièrement. Alors il y a des moments où elle me faisait très envie, des fois ça m'a passé un petit peu, puis Ouais. elle revenait, elle revenait, elle revenait. ouais. Et puis là j'ai 30 ans, et à 30 ans je me suis dit, allez, c'est le moment de... Tu t'es fait un beau cadeau. voilà, Un beau cadeau. sans pas de raison particulière, pas Ouais. pour une occasion particulière, juste je trouvais Ouais. que c'était... Oui, bah c'est vrai qu'elle est sobre, comme ça, tout de noir, index blanc, au tritium, non pas au tritium bien évidemment, mais au super luminova manifestement, Ouais. comme les aiguilles. Si elle fait un peu penser en termes de finition, si on regarde le cadran, vous nous direz si vous êtes d'accord là-dessus, à une Speedmaster Omega. C'est-à-dire on a vraiment Ouais. les mêmes index horaires et des secondes, et on a pour le coup une aiguille des secondes qui est extrêmement proche de la Moonwatch, hein, l'Omega Speedmaster de C'est intéressant 67, parce que 68, 69. Hein, c'est Ouais. extrêmement proche. On voit la petite goutte sur la base de la seconde. Et après, la tête de l'aiguille des secondes est peut-être légèrement différente, mais ça ressemble beaucoup. C'est très séduisant. C'est de ce vrai point de que la vue-là. Speedmaster, c'est une... Alors moi, il y a très peu de montres. J'adore voir les montres. Il y en a que je trouve très belles, mais très peu que j'imagine à mon poignet. Et la Speedmaster, pendant longtemps, ça a été un peu même avant de voir celle-là. J'étais très intéressé par la Speedmaster. Après, c'était pas le même budget. Ah bah oui. Mais sûr. c'est vrai que j'ai peut-être retrouvé un peu un côté Speedmaster-esque dans Ouais. cette montre, Ouais. et Ouais. Ouais. ça m'a plu. Ouais, elle est sympa. Alors, il y a un truc que je trouve surprenant. Donc, elle a la date et le jour, mais le jour est en anglais. C'est surprenant Oui, pour, parce pour une montre allemande quand même. En fait, on a le choix, on peut la mettre en allemand ou en anglais. Ah, Le jour. t'as les deux tours. Ouais, ouais, ouais. Oui, c'est vrai. Donc Oui. ça, je trouvais ça sympa. Ouais. Quand j'y pense, j'ai ça sur une vieille Omega des années 70, où effectivement j'ai la possibilité de le mettre en anglais ou en français, pour le coup, D'accord. sur une Omega venant de la Suisse francophone. Automatique, Ouais. donc c'est un mouvement automatique. On voit un fond saphir extrêmement séduisant, avec une masse oscillante, j'imagine qu'elle doit être en laiton. Hein. Je sais pas. sais pas. Je me dis que ça doit être le laiton, peut-être que ça s'occide, ça doit peut-être être de l'acier avec un petit Avec un revêtement. traitement Mais j'avoue, par-dessus. je sais pas, je me suis pas. En tout cas, c'est bien fini. Hein, c'est bien fini. Il y a un travail qui est intéressant à la fois sur la masse oscillante et puis sur le mouvement, avec des vis bleuies. C'est vraiment sympa. Tout ça étanche à 200 mètres. Ouais. C'est Donc assez tu cherchais, raffiné. ouais. Donc tu cherchais une montre sport. Et aussi passe-partout aussi, parce que le propre d'une montre fond noir, index blanc, lunettes sobres, sportives. Attends, on va essayer la lunette, voir si elle fait du bruit. Ouais. Moi, je connais. Souvenez-vous, hein, regardez, il y a un épisode sur une Orient Mako Blue avec une lunette qui est graduée à 120 unités. Donc quand vous faites le tour comme ça a un cliquetis beaucoup plus aigu et fréquent. Là, c'est 60 C'est clics. 60 clics au lieu de 120. Et c'est bidirectionnel parce que c'est pas fait pour les montres de plongée, c'est pour vraiment une montre d'aviation. Ouais. Et du coup, je m'en sers aussi d'ailleurs. C'est un peu le prétexte pour jouer Bah, avec, mais dès que je mets un truc bien au sûr, four, bien tac. sûr, bien sûr. C'est clair que la lunette bidirectionnelle en plongée, c'est un coup sans faire attention, faire un mauvais mouvement, toucher sa stab, être avec son dive body, et puis en fait ça fait tourner la lunette, et là on ne sait plus trop à quel moment et quand est-ce qu'on doit remonter. Dans l'email que tu m'as envoyé, tu me racontais que tu avais plusieurs montres, hein, tu as plusieurs Hamilton,
as une vieille Zénith également, et j'ai le sentiment, dis-moi si je me trompe, que tu insistais sur le fait que tu ne te considérais pas comme collectionneur. Alors que tu as une boîte de montres avec 6-7 montres, c'est une collection de montres quand même, ça, Mathieu? Non, c'est vrai que c'est une collection à partir du moment où on va avoir plusieurs pièces, plusieurs montres, Ouais. mais je ne suis pas collectionneur dans le sens où je ne vais pas rechercher des références particulières, où je ne vais pas collectionner toutes les références d'un certain modèle, c'était pas dans ce sens-là. Oui, mais c'est vrai qu'au sens t'as combien d'Hamilton? 3. Ah bah alors, t'as un Ouais. petit problème avec Hamilton quand même, Mathieu? Après ça, c'était une première Hamilton que j'ai eue pour mes 18 ans. Ouais. Ça a été le gros départ des montres automatiques pour moi. Ouais. Et en fait, après, je suis tombé sur une autre Hamilton. J'ai trouvé le boîtier absolument magnifique, Ouais. unique, que je voyais pas ailleurs, qui était en 2 couleurs. Et pendant des années, j'ai pas réussi à me décider sur la couleur. Donc j'en ai acheté d'abord une première, Ouais. et puis après une deuxième. Donc en fait, tu me dis que tu c'était- n'es pas collectionneur, mais en fait, tu es collectionneur d'Hamilton. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est vrai que j'aime bien cette marque. C'est marrant ça, Ouais, c'est c'est marrant. Et tu me parlais aussi d'autres de tes passions qui t'ont un petit peu amené sur l'horlogerie. On a parlé ensemble notamment de coutellerie. Hein, et moi j'y vois clairement, le sujet c'est la matière. C'est comment former l'acier à partir du minerai de fer, etc., qui est quand même une des bases du travail de l'horlogerie. Toi, tu y vois un lien entre coutellerie et horlogerie? Moi, je vois un lien dans le sens où c'est un bel objet, en général, qu'on peut Ouais. porter sur soi. Mhm. Après, il y a le côté métallique de l'objet, le côté mécanique. Enfin, moi, je suis plutôt couteau pliant. T'en as amené un avec toi? J'en ai amené un avec Ah moi, ben ouais. fais voir. C'est quoi? C'est un Opinel? C'est un Lyol? Non, c'est c'est quoi? un Oh, couteau. regardez les amis, déjà la pochette en cuir d'autruche. Cuir d'autruche. Magnifique, vous savez que je suis un leather freak, un maniaque du cuir. Ouais, mais c'est fait artisanalement, ça. C'est très agréable. Très belle peau d'autruche. C'est pas mal. Alors, Et montre-nous du ce coup, couteau. Là, on est sur un couteau. Oh là 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 là. Déjà, le clic. Ça claque, hein. C'est ça. Ouais. Et C'est fait en quoi? Donc c'est en acier. donc la lame est en acier, Ouais. on est sur un cran forcé, donc là c'est un peu technique, mais au niveau de la mécanique. Et Ouais. le manche va être en ivoire de facochère. Tu vois, en ivoire de facochère. Ouais. Alors désolé les amis Ou en dents de facochère. protecteurs de la nature, dents de facochère. Ok, ça marche. Et là, ce petit insert en acier au milieu. Donc ça c'est en acier Damas. Ouais. C'est une technique qui est pas mal utilisée en coutellerie, principalement pour décorer, mais c'est plusieurs aciers qui sont forgés ensemble pour faire ressortir des motifs particuliers. D'accord. Ok. Voilà, donc C'est- tout fait à la c'est, main, c'est une pièce unique. C'est vrai? Ouais. SP, c'est qui? C'est le fabricant? C'est Jean-Pierre Suchira, JSP, ouais, c'est Ouais. le coutelier qui l'a fabriqué, qui est meilleur ouvrier de France. Ouais. Et qui est assez Et il fait des couteaux. Il fait des couteaux. Il était mécanicien de précision avant et Ouais. maintenant il fait des couteaux. Ouais. C'est absolument magnifique. Donc ça, c'est quoi? C'est une commande? C'est un. Alors ça, je l'ai racheté à un collectionneur. Ouais. Euh, Et ce Jean-Pierre, il ne fait que des couteaux uniques. Oui, il fait que des couteaux uniques. Alors il a des modèles qu'il va reproduire, mais travailler différemment, D'accord. avec des matériaux différents, des finitions différentes. Mais ouais, c'est des pièces uniques. Au regard de la lame, tu l'utilises pas souvent, hein? Oh, assez régulièrement. Après, Ouais. j'ai pas mal de couteaux maintenant, donc. Non, mais c'est vrai qu'il tourne. j'aurais envie de te dire que tu l'utilises aussi peu J'utilise souvent pour que, manger. ouais, qu'un chronographe s'utilise très peu hein, quand il est Ouais. mécanique. Tu l'utilises pour manger? J'utilise uniquement pour manger, du coup, je suis assez. Je fais attention, je vais jamais couper des bouts de bois ou. Donc quand tu t'installes à table, t'as ton petit couteau. J'ai mon couteau, ou alors si je suis au resto, je sors le couteau. Je déteste maintenant, quand on a l'habitude de couper avec des couteaux qui coupent bien, c'est vraiment un plaisir à utiliser. Et quand je vais au restaurant, et la plupart du temps les couteaux ne coupent pas, des fois je galère un petit peu s'il y a un morceau de viande ou quoi, et je sors mon couteau, et voilà, c'est Quel âge tu as, Mathieu? 30 ans. Parce que ce que tu me dis là, la dernière personne que j'ai connue qui mange avec son couteau, il appelait ça son canif, c'était mon grand-père. Ouais. Tu vois, donc moi je vais avoir 50 ans les amis, hein, fêtez-moi mon anniversaire quand même dans quelques jours. Mon grand-père maternel, il est né en 1905, quelque chose comme ça, et il avait toujours dans sa poche un petit couteau, un canif aiguisé à la meule, tranchant du tonnerre, et il mangeait avec. C'est assez marrant. Il y en a d'autres des personnes, tu vois, plus jeunes comme toi qui parce que pour moi c'est presque une tradition
un, ancestral, et deux, un peu à la campagne, tu vois. Tout à fait. T'es pas encore un ancêtre et t'es plutôt habité en région, j'habite à Paris. Voilà, en région parisienne. Hein. C'est vrai que c'est intéressant, je suis un peu, quand je vois dans le monde des collectionneurs, c'est vrai que je suis un des plus jeunes. Ouais. En tout cas apprécié, il y a pas mal de jeunes qui vont aimer. Donc t'es collectionneur de couteaux? De couteaux, ouais. De couteaux, je pourrais dire que je suis collectionneur parce que à une époque, je cherchais, je voulais, par exemple, un couteau dans tous les matériaux possibles. Voilà, je recherchais vraiment quelque chose de particulier. T'en as combien de couteaux? Oula, peut-être tout confondu, une centaine. Mais après, on est tombé sur un gars qui a encore plus de petits problèmes que nous, les amis. Ouais, non, quelques montres, mais là, quelques centaines de couteaux. Après, il y a pas mal de trucs industriels. Ouais, mais tu devrais lancer une chaîne Petits Couteaux entre amis. Tout à fait. Alors, j'ai déjà une chaîne YouTube en anglais qui parle des couteaux, mais là, plutôt des couteaux d'art, donc des couteaux un peu encore plus travaillés que celui-là. Pourquoi en anglais? En anglais, l'idée c'était de toucher plus de monde, je sais pas. Enfin, j'ai des origines anglaises. D'accord. Ah, d'où le prénom Mathieu. Ouais, d'où le prénom Mathieu. Comment elle s'appelle ta chaîne? C'est Steel Art. Steel Art, style comme l'acier. L'acier et art. Art, bah voilà. S-T-E-E-L Art, A-R-T. Allez-y, tapez dans votre moteur de recherche YouTube et vous trouverez la chaîne de Mathieu. Revenons-en pour terminer sur cette scène. Donc ça fait 4 mois que tu l'as. Comment tu te sens avec? T'es heureux, t'es content? Super content. T'as pas de déception? Absolument pas. Après, je pense que j'ai tellement pris mon temps pour l'acheter que je pouvais que l'aimer. C'est intéressant parce qu'en plus, quand j'ai décidé de l'acheter, je l'avais jamais vu en vrai. Mais je regardais régulièrement. Il n'y avait pas une semaine où j'allais pas sur Internet regarder la photo de la montre. Et tu l'as acheté où? Je l'ai acheté. Alors, il y en a on la voit rarement dans les boutiques à Paris. Ouais. Je l'ai acheté dans une boutique que j'ai trouvée par Internet justement. Ça s'appelle Okara. Ouais. Et t'es allé voir la montre? Et donc je suis allé la voir. Elle était neuve? Elle était neuve. Ok. Tu l'as essayé? Alors je l'ai mise, je me suis dit, elle est un tout petit peu grande. Ouais. C'est quoi? C'est un 41 mm? 41 mm. Ouais. J'ai trouvé ça un peu grand, mais au final. Ouais, non, elle est vraiment belle, elle est bien finie. Elle est un petit peu épaisse, peut-être un petit peu et encore. Je pense que c'est le côté carré qui donne cette impression. Ouais, mais on pourrait presque dire qu'elle est, elle est simple, bien finie, avec une sensation de robustesse qui va bien, même si c'est peut-être un poncif, etc., mais avec ce qu'on peut attendre d'un produit manufacturé en Allemagne, c'est-à-dire des process de fabrication de qualité, de la robustesse, pas de chichi. C'est ça. Voilà, on est dans l'efficacité et la robustesse. Et je trouve que les cornes, c'est très allemand, quoi. C'est carré, tac, on ressent le style allemand quand même, je trouve. Eh bien, tu sais quoi, elle est labellisée Made in Germany. Eh bien, écoutez les amis, on passe à la séquence suivante, souvenir. Donc, tu nous as raconté un petit peu ton autre passion sur les couteaux. Tu as 30 ans, tu t'es acheté une belle montre. Est-ce que tu te souviens un peu de tes premiers émois horlogers, comment ça a démarré, comment tu as appris à lire l'heure? Tu te souviens de tout ça? Un peu comme les couteaux, j'ai toujours aimé les montres, j'ai toujours été attiré par les montres. Et je me souviens que j'ai eu ma première montre qui était une Flic-Flac. Ouais. Pour apprendre à lire l'heure, comme je pense la plupart des gens de ma génération. Ouais, 30 ans, c'est Flic-Flac. Ouais. C'est clair. Et je devais avoir peut-être 5 ans, quelque chose comme ça. Et j'adorais juste la couleur du bracelet. Ça, je me souviens. À chaque fois que je regardais le bracelet, je le trouvais super joli. Et j'ai appris à lire l'heure avec. Alors, est-ce que tu vas faire comme Xavier, souvenez-vous, qui nous a présenté son histoire avec sa Citizen Bullhead, qui a toujours sa Flic-Flac d'origine? Est-ce que tu l'as encore avec Je l'ai amené. J'ai pensé à l'amener exprès, justement. T'as plein de cadeaux dans tes poches. C'est pas possible, ça. Parce que j'ai vu l'épisode et je me suis dit, tiens, il faut que je pense à l'amener. Oui, donc là, elle est vraiment microscopique. Hein. Ouais. C'est vrai, quand je l'ai retrouvée, je me suis dit, waouh. Waouh, Flic-Flac, avec une sorte de concept de bracelet dont le look n'est pas très éloigné d'un bracelet NATO. Hein. C'est vrai. Quand même, en textile, multicolore, avec des stries verticales. Alors, ce que je n'arrive pas à voir, Mathieu, c'est quand même tes aiguilles. Là, j'ai l'impression que l'aiguille des heures, c'est un petit cochon rose. Et l'aiguille des minutes, c'est une fusée. C'est toujours comme ça, non, avec les Flic-Flac, je ne sais pas. Je ne sais pas. Les amis, vous nous direz, mais là, fond jaune, aiguille rose. C'est la seule Flic-Flac que j'ai. Lunettes, tu vois, tu as une lunette graduée interne qui est juste là pour faire beau. Ouais.
qui est la même que sur ta La Zine. Ah, c'est intéressant. T'as vu ça? Comme Ça quoi, a tu dû t'en rends pas compte, m'influencer, mais ça t'a marqué. Hein. Sûrement. Ouais. Alors, tu l'avais toujours gardé, ou là, pour les besoins de l'épisode, tu t'es dit, je vais la retrouver? Non, je l'ai toujours gardé et ça fait quelques temps, parce que je me suis réintéressé aux montres vers l'âge de 18 ans. Enfin, vraiment vers l'âge de 18 ans. Et sinon, ça fait quelques années que je l'ai recherché, que je l'ai retrouvé, que je l'ai mise dans une boîte pour la garder en souvenir. Donc, et puis, du coup. Ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est que tu regardes l'Hamilton que tu t'es offert pour tes 18 ans, que tu regardes quand même si elle a des similarités avec cette petite Alors, c'est clic-clac, pas moi hein. qui l'avais choisi, c'était mon père qui me l'avait, enfin mes parents qui m'ont acheté. Ouais. Et non, elle ressemble pas. Bah, après, elle est noire, un petit peu comme la Zine. Alors toi, tu dis Zine et moi, je dis Sin. Alors, les amis, vous nous direz, hein, je vais mettre un petit sondage, est-ce qu'on dit Zine comme s'il y avait un Z ou est-ce qu'on dit Sin comme s'il y avait un S? Est-ce que tu penses que tu dis Zine parce que, je sais pas, dans le monde anglo-saxon, on dit plutôt Zine, Ouais. et comme tu as des origines anglaises, etc. Mais moi, je sais pas, Sin, S-I-N, c'est le péché. Double N, ça reste un sin, quoi. Non, c'est vrai que au départ, je disais Sin. Enfin, je savais pas trop comment prononcer. Et puis, j'ai regardé pas mal de vidéos dessus. Et la plupart des gens disent Zin. Mais je regarde vraiment des vidéos plutôt anglaises. Donc, Bon, les amis, je aidez-nous. sais pas. En allemand. Aidez-nous pour qu'on sache dire le nom de cette marque. Moi, c'est une marque que j'aime bien, Sin, que j'ai découvert en fait à l'occasion d'un salon horloger il y a une quinzaine d'années, à l'époque où les Bell & Ross c'était Bell & Ross by Sin. Et c'est vraiment l'univers, même si la tienne est sport, pas chic sport, mais sport, mais elle n'est pas très marquée par l'univers de l'aéronautique, même si les aiguilles heure-minute ressemblent quand même beaucoup au type 20, type 21 de Dodane, de Breguet et d'Oricoste, hein, dans les années 50. C'est très typé aéronautique, et je serais tenté de dire très typé aéronautique pour des bonnes raisons, puisque le fondateur, qui est décédé d'ailleurs il y a quelques temps, plus de 100 ans, venait de ce monde-là et a été réellement pilote durant la Seconde Guerre mondiale. Eh bien écoutez, on va voir si Mathieu, je te rends ta montre, Merci. s'il est pointu dans le domaine de l'horlogerie au travers de cette Zine. C'est parti pour le quiz. Alors, tu m'as dit tout à l'heure que tu étais un peu stressé pour le quiz. Écoute, c'est juste pour essayer d'apprendre des trucs et passer un bon moment. Alors, j'ai deux questions pour toi. Durant la Seconde Guerre mondiale, seules 2 des 3 marques suivantes ont été fournisseurs de la Luftwaffe. Cherchez l'intrus. Réponse A, Lang & Son. Réponse B, IWC. Réponse C, Breitling. L'une de ces 3 marques n'a pas été fournisseur de la Luftwaffe à l'époque. La première, Lang & Son. Aïe, 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 ça y est. Eh oui, et non. Lang & Son faisait partie avec Laco, avec Vempe, avec Stova, avec IWC, des fournisseurs de la Luftwaffe. Lang & Son, magnifique. Un jour peut-être sur Petite montre entre amis. En tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me faire signe. Et non, IWC en faisait partie. Non, l'intrus c'était Breitling. D'accord. Breitling pourtant énormément associé à l'aéronautique, notamment avec la Navitimer. C'est ce qui m'a un peu induit en erreur, je pense. Qui n'a rien à envier à une GMT Master par exemple, où on raconte constamment chez Rolex, la TWA, le Boeing 707, etc. Moi j'ai quand même le sentiment qu'il y avait plus de Breitling Navitimer au poignet des pilotes de ligne que d'autres marques. Écoute, je mène 1-0, donc tu n'as plus qu'une seule question. Je suis désolé, il n'y a que 2 questions. Tu peux simplement faire even, comme disent nos amis anglais. Voilà, in the best case, even. Le 24 octobre 2014, Robert Alan Eustace, équipé d'une Zine 857 UTC, bat le record. Réponse A, du saut stratosphérique à la plus haute altitude. Réponse B, de durée de vol plané en base jump. C'est les mecs qui sautent et qui planent comme ça. Pas mal de morts chaque année. Attention quand même à cette pratique. Réponse C, du record du monde de durée de vol en planeur.
saut en altitude le plus haut, durée de vol en base jump, record du monde de durée de vol en planeur. Par déduction, je resterai sur la 1, la réponse 1, mais sans aucune conviction. Par déduction? Ouais. Déduction de quoi? La plus longue durée en planeur, il faudrait qu'il y ait un côté un peu marketing derrière, donc ça met... Enfin, au niveau des performances de la montre, ça ne met pas en avant les performances de la montre, je pense. Ok, d'accord. Mais peut-être que je me trompe. Hein. Ok. La deuxième, c'était quoi déjà? Le saut en base jump, je sais pas, ça me parle pas. Ça te parle pas? Non, c'est pareil, on pourrait sauter avec n'importe quelle montre. D'accord, donc toi tu penses que c'est la première du saut stratosphérique à la plus haute altitude. Bah, c'est une bonne réponse, belle déduction. Hein, égalité du coup. Ouais, 2 ans auparavant, match nul. 2 ans auparavant, Félix Baumgartner, souviens-toi, avait fait la une des télés retransmis en direct, avait sauté à 38 960 mètres, joli parce que sinon c'est trop compliqué. Et là, Robert Alan Eustace, il a sauté à 41 419 mètres et il avait une Zinn 857 au poignet. Alors, on est beaucoup dans le marketing. Baumgartner, lui, avait une Zenith El Primero Stratos, du nom de l'événement qui a été réalisé. Je pense quand même que c'est intéressant de rappeler que Zinn, déjà au milieu des années 80 jusqu'au milieu des années 90, eh bien, les astronautes allemands qui allaient sur la station internationale, eh bien, y allaient avec des montres allemandes et d'autres modèles Zinn. Tout ça est très bien documenté sur le site de Zinn. Mathieu, on enchaîne sur la dernière partie. Alors là, quand même, on a face à nous quelqu'un qui a 5, 6, peut-être 7 montres et qui nous dit qu'il n'est pas collectionneur. Il est complètement tordu avec une centaine de couteaux, donc c'est vraiment un collectionneur. Donc mécaniquement, certes, tu viens d'avoir 30 ans, mais là, je suis sûr que tu es en train d'imaginer, à ton rythme, tu nous diras lequel, une prochaine montre. Ce serait quoi? Quel type, quel style, quelle marque, voire même quel modèle? Alors c'est vrai que quand j'ai acheté cette montre, je me suis dit, je ne vais pas m'en racheter avant au moins l'âge de 40 ans. Enfin voilà, je l'avais tellement attendu. Et c'est vrai que pour l'instant, il n'y a rien qui me fait extrêmement envie, mais il y a des choses qui m'intéressent, notamment pour rester sur Hamilton. Je suis très intéressé. Tu vois que tu as un petit problème avec Hamilton. C'est vraiment un collectionneur, mais il ne l'assume pas. Dites-nous en commentaire si vous êtes d'accord. Non, c'est vrai. Et je suis très intéressé par les montres électriques. Ouais. Je ne sais pas si ça te parle. Bien sûr. Il y en a une qui s'appelle la Pacer. Non, je ne connais pas celle-ci. C'est un peu comme la Ventura. La Ventura est assez connue. Elle a un cadran, enfin un boîtier un peu rectangulaire. Ouais. Donc très très différent de tout ce qui existe. Et donc c'est une montre vintage. Vintage, oui, exactement. Ouais, superbe. Regardez les amis, dernièrement on a eu un superbe épisode avec une Hamilton Ventura qui justement, cette montre triangulaire, dont son fait d'armes était l'innovation en termes d'électromécanique, et puis Elvis Presley l'a porté dans le film mythique Blue Hawaii. C'est vraiment une superbe marque Hamilton de ce point de vue-là. Je vous invite vraiment à regarder cet épisode et je comprends. Mais ça veut dire que ça y est, tu es en train de t'intéresser à des styles d'une autre époque pour d'autres raisons. Parce qu'une montre, on va la qualifier d'électromécanique, c'est pas forcément le cas. Il y a des LIP qui ont ça, qui font ça. Il y a des Bulova avec l'acutron. Ouais. Tu y recherches une dimension historique, tu y cherches une sorte de position dans l'histoire de l'horlogerie, un peu comme tu as avec les couteaux. Non, en fait, c'est vraiment, encore une fois, une question de design avant tout. Quand j'ai eu ma Hamilton à 18 ans, j'ai regardé ce que Hamilton faisait d'autre, et ils ont fait une réédition de la Ventura. Ouais. J'ai trouvé le boîtier super intéressant, et c'est pareil. La Ventura Elvis 80, c'est l'épisode que vous pouvez regarder dans la liste des vidéos. Je vous mettrai le petit lien. Yes. Et du coup, le design m'a vraiment plu, mais j'aimais pas trop certains détails dans le design. Et puis quand j'ai regardé un peu ce que Hamilton avait fait par le passé, je suis tombé sur la Pacer, qui est le même genre, mais plus jolie, je trouve, au niveau du design. Non, c'est au niveau vraiment des cornes, c'est fait différemment. Ouais. C'est un peu moins flashy. Et c'est avant tout le design, et puis du coup, elle est disponible que en mode vintage. Donc, oui, parce que la Ventura a été rééditée sous le nom de mémoire Elvis 80. Et la Pacer, ça ne me dit rien. Pacer, pourtant c'est la plus connue des montres de ces montres électriques là, mais
Mais, Tu te projettes pour quand sur ce sujet-là? Tu es en début de réflexion? En fait, j'ai déjà commencé à regarder, mais ce qui me faisait... J'aurais peut-être déjà acheté, mais ce qui me fait peur, c'est le fait de... Enfin, quand elle va s'arrêter, c'est pouvoir la remettre... Enfin, je sais pas comment ça fonctionne exactement, mais remettre une batterie. Ouais. Moi, l'idée, c'est vraiment de l'avoir pour la porter, pour m'en servir, c'est pas de la mettre dans une boîte. Donc là, tu te dis, cette montre-là qui a une technologie pour la faire fonctionner d'une autre époque, tu te dis, qu'est-ce qui se passe si ça fonctionne plus? Voilà, très peu d'horlogers, je pense, ou de moins en moins d'horlogers vont être capables de la réparer. Alors là-dessus, je pense que faut pas que tu aies plus de soucis. Il y a un superbe horloger, je me souviens plus de son nom exact, mais en tout cas, c'est la Chance électrique dans le 19e ou dans le 19e arrondissement, et justement qui est spécialisé sur les montres anciennes, tout type de montres, et notamment il fait beaucoup de montres électromécaniques. Je lui ai amené moi ma LIP Nautic, justement avec un mouvement français LIP électromécanique, et je pense que c'est quelqu'un à aller voir. Tu vois, tu lui amènes une photo, t'expliques, et puis là il peut te dire attention, il n'y a pas de pièces, il y a des pièces, c'est compliqué, etc. Je pense que à partir du moment, dites-nous ce que vous en pensez, que tu rentres dans des montres anciennes, plus quand c'est 100% mécanique, de toute façon un horloger peut travailler dessus. Donc le problème, ce sont les pièces, est-ce qu'elles sont disponibles ou pas. Quand tu es dans quelque chose d'électrique, d'électronique, etc., là il y a un enjeu, c'est que si la pièce dite électrique ne fonctionne pas, là pour le coup, ce sont des montres qui n'ont pas été fabriquées pendant très très longtemps, tu peux avoir un problème d'approvisionnement. Donc il faut poser la question aux spécialistes. Je suis sûr qu'il y a un forum Hamilton quelque part où tu pourras te renseigner, quoi. Combien ça coûte une montre comme ça? Alors le truc, c'est que moi je n'ai jamais acheté de montre d'occasion, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne ce monde-là, donc j'ai juste regardé sur internet, sur eBay, des sites de revente. Ça va de 500 € à 1500 €. Ouais. C'est pareil, ça je suis pas rassuré, je sais pas, est-ce que les pièces sont d'origine, est-ce que ça a été modifié, comme j'y connais pas grand chose, je me suis pas lancé dedans encore. Mais bon, ça va peut-être venir. Donc tu vas prendre ton temps. Voilà, c'est clair que les amis, il faut être vigilant quand on achète une montre d'occasion. Ça c'est sûr, et une vintage encore plus. Après, il y a toujours un spécialiste ou des spécialistes des modèles, de pouvoir regarder. Il faut vraiment que tu regardes les choses. Mais il y a un côté que moi j'aime beaucoup, c'est l'excitation de cette quête. Et puis après, c'est le propre des choses anciennes. Je veux dire, des aiguilles d'origine sur une montre. Le sujet, c'est pas qu'elles soient d'origine ou pas, c'est est-ce qu'elles sont de l'époque. Voilà. D'accord? Parce qu'une montre des années 70, où les aiguilles ont été changées, mais avec des aiguilles de l'époque des années 70, c'est pas des aiguilles d'origine, et pour autant on pense qu'elles sont d'origine. Donc ce qui compte, c'est ce que tu recherches toi dans une vieille montre. Est-ce que tu as envie qu'elle soit complètement d'époque, et donc mécaniquement avec ses défauts, entre guillemets, ou alors que tu achètes une montre ancienne, et puis tout de suite tu la fais polir, tu fais changer les choses. Et là, tu peux te retrouver avec une montre qui est un peu bizarre, qui n'a pas vraiment de sens, etc. Mais les goûts et les couleurs, il faut de tout, donc ce sera toi qui verras ça. Je te renvoie la balle par rapport à la coutellerie, et je te disais, dis donc, tu ne dois pas l'utiliser souvent, ton couteau. Je suis sûr que dans le monde de la coutellerie, c'est la même chose. Il y a des couteaux qui sont dont la lame est bouffée par tellement c'est aiguisé, tellement c'est travaillé, et pour le possesseur, il y a la trace de l'utilisation de son couteau. Et je suis sûr qu'il y en a d'autres où un couteau, un couteau, c'est une collection, il est dans sa boîte, il est dans son tiroir, je veux pas une rayure, je veux que le poly-miroir soit nickel, jamais il coupera quelque chose, ce couteau. Tu es d'accord qu'il y a les deux philosophies? C'est vrai qu'il y a différents points de vue, il y a vraiment... Dites-nous si vous êtes d'accord, mais c'est la même chose dans tous les objets d'art et ou d'artisanat. Les vieilles bagnoles, les vieux meubles, les vieilles montres, les vieux vélos, les vieilles motos, les vieux couteaux, les armes à feu, c'est pareil. Je veux dire, à un moment ou un autre, on pourrait se dire, une arme, attends, elle n'a pas été nettoyée, on voit encore qu'il y a des traces de poudre, oui, mais je veux surtout pas l'enlever, parce que sinon, ça va lui enlever son arme. Ouais. Oui, tout à fait. Non, c'est clair qu'il y a différents points de vue. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que, par exemple, dans les collectionneurs de couteaux, que je connais un peu mieux que les collectionneurs de montres, il y en a pour tous les goûts, tous les styles, ceux qui cherchent le côté historique, d'autres vraiment le côté flashy, d'autres le côté technique. Non, donc l'usage aussi a une incidence. Oui.
Ben voilà. Bah, c'est ça la beauté de la passion. On parle de montre, on a parlé de coutellerie, et vous en conviendrez que c'est ça qui nous intéresse et qui nous motive, au-delà simplement de se dire avec une montre on a l'heure ou avec un couteau on coupe sa viande. Eh ben écoute Mathieu, merci beaucoup les amis, merci à vous. Si vous voulez participer comme Mathieu, vous m'envoyez un email sur contact@dailyshoes.fr avec les coordonnées de votre montre, une photo, ce dont vous avez envie de parler, et puis on en parle au téléphone pour voir si vous êtes sélectionné, si vous avez vraiment envie de parler de votre montre, quelle qu'elle soit, quel que soit son prix, quel que soit son style. Il n'y a pas de mauvaise montre, il n'y a que des belles victoires sur Daily Shoes, et à ce titre je vous dis à bientôt. Au revoir.